Alors nous allons aborder maintenant la prise en charge en pratique d'un patient souffrant d'une bronchopathie chronique obstructive. Notre patient de ce jour a 54 ans, son indice de masse corporelle est proche de 26, donc un léger surpoids, mais assez rassurant lorsque l'on observe ce patient et notamment sur son statut nutritionnel. Nous savons à quel point il est important, ce statut nutritionnel, puisque c'est une part importante sur la fonction respiratoire. Alors, dès l'arrivée de notre patient, nos sens sont en éveil. Nos informations et les informations que le patient va nous donner sont riches. Quelle impression ce patient nous donne et dans quelle situation nous allons pouvoir le mettre en confiance, parce que le souffle est une part importante de l'angoisse et de l'anxiété. Nous avons affaire à un patient qui a donc, comme je vous l'ai dit, un syndrome obstructif et nous allons démarrer ensemble une première séance de drainage autogène. Donc je vais demander au patient de s'allonger sur la table. Nous avons un patient qui, à la première observation, respire correctement par le nez. Si le patient avait la bouche ouverte, je serais interpellé sur la liberté des voies aériennes. Ce qui est important dans sa posture de départ, c'est qu'il soit correctement installé sur la table. Remontez légèrement sur la table. Voilà. Il faut que le dossier de la table puisse accueillir la totalité de son tronc. Il faut que le bassin soit correctement positionné. Pensez à la mobilité lombaire et au pilier diaphragmatique. Il est important de s'assurer que le patient est en position de relaxation, que sa posture va pouvoir engendrer un relâchement. Seule la pompe respiratoire travaille. Le patient doit être dans une situation quasiment de sommeil, c'est-à-dire que la nuit, lorsque le patient respire, si on l'observe respirer, on voit seulement la pompe respiratoire inspirer et relâcher l'air. Et donc, c'est le seul moyen que nous allons avoir d'observer un volume courant fonctionnel de qualité. Pour cela, il faut donc s'assurer que le patient n'a pas de zone de tension. Pas de tension au niveau des muscles cervicaux, pas de tension au niveau de la posture de la tête. J'ai installé un petit coussin sur la tête du patient de façon à ce que sa tête soit en légère extension pour que la trachée soit ouverte et qu'il n'y ait pas de fermeture de la trachée due à une flexion antérieure de la tête. Par contre, je remarque dans la posture de notre patient qu'il a une distance épaule-table supérieure à 8 cm. C'est quelque chose que nous allons devoir travailler par la mobilisation de l'épaule et pourquoi pas par l'étirement des muscles pectoraux. On sait que l'étirement des muscles pectoraux réduit la distension. Donc nous envisagerons de renforcer les muscles fixateurs d'omoplate, les muscles fixateurs de la scapula. Maintenant, je me déplace au pied du patient pour observer sa respiration. En volume courant, en ventilation spontanée, sans que cette respiration ne soit forcée. Il est évident que lorsque j'observe ce patient, je ne lui demande pas une respiration particulière, sinon il va changer son mode ventilatoire. Je dois l'observer en position de relâchement. Alors qu'est-ce que l'on observe ? Eh bien, on va observer ce remplissage thoracique, l'homogénéisation de cette ventilation, par où commence le remplissage. Est-ce que l'air va entrer plus facilement dans un territoire que dans un autre ? Donc notre regard passe de la respiration costale à la respiration costale inférieure et sur le relâchement à l'expiration, sur le comportement des abdominaux lors de son expiration en relâchement de volume courant. Maintenant, je vais demander à notre patient de faire une inspiration profonde et de relâcher. On observe immédiatement que ce patient a su monter dans son volume de réserve inspiratoire. Par contre, il a contrôlé la descente à l'expiration. Donc nous avons bien, comme chez tous les patients BPCO ou obstructifs, un frein à l'écoulement de l'air et un temps expiratoire prolongé par rapport au temps inspiratoire. Pour contrôler cela, je vais venir placer mes mains sur le thorax du patient
et lui demander maintenant d'inspirer par le nez un petit peu plus profondément pour m'assurer de la liberté des voies aériennes supérieures. Et on relâche. Je vais demander au patient de respirer une narine à la fois, fermer une narine, inspirez profondément, relâchez et faites-le avec l'autre narine maintenant. Voilà. Donc on voit déjà au bruit à la bouche que nous avons une obstruction des voies aériennes supérieures avec un nez plutôt sec qu'il va falloir donc humidifier, et donc le lavage de nez va nous permettre d'améliorer la régulation de son débit aérien. Donc nous avons observé ces voies aériennes supérieures et nous observons la bouche. Le patient n'a pas les lèvres sèches et la bouche n'est pas ouverte lors de la respiration. Donc il a quand même un filtre des voies aériennes supérieures qui est assez correct. Néanmoins, nous devrons quand même, au regard de son test de Rosenthal, laver le nez, et c'est ce que nous pratiquerons donc dans quelques instants. Maintenant, je pose mes mains sur le patient et les mains sont placées sur le thorax supérieur et aussi donc sur le thorax inférieur avec le bout des doigts en contact avec l'abdomen. Les mains que l'on pose sur un thorax en drainage autogène sont des mains d'auscultation. Ce sont des mains qui reçoivent une information, ce ne sont pas des mains qui donnent une information. Il faut que le patient puisse saisir cette subtilité dans la mesure où lorsque les mains voudront donner une information, le patient doit avoir perçu clairement cette information. Dans le drainage autogène, il n'y a pas de pression thoracique. Donc on n'accompagne pas le mouvement thoracique, on le guide, on le suit, on ne le provoque pas. C'est le patient qui respire et nous l'analysons. En plaçant mes mains correctement sur ce thorax et en laissant le patient respirer spontanément, sans commande verbale, je peux analyser son volume courant immédiatement. Le patient me donne immédiatement son volume courant et immédiatement sa fréquence respiratoire. Une fois que j'ai ce volume courant et cette fréquence respiratoire, je vais prendre la saturation en oxygène de ce patient et sa fréquence cardiaque. Prenons la saturation en oxygène de notre patient au majeur ou à l'annulaire. Le patient est au repos. Imaginez que le patient a dû traverser le parking pour vous rejoindre, faire quelques pas, parfois un peu pressé. Donc la mise en condition avant la séance de ventilation ou de drainage est extrêmement importante. Pensez à hydrater votre patient, à lui proposer quelque chose donc à boire ou éventuellement à manger. Il est important que le patient ne soit pas trop à distance d'un repas, sans pour autant naturellement faire une kinésithérapie juste après le repas. Donc ici au repos, on a une saturation qui est à 95% et une fréquence cardiaque à 77. Donc je vais placer le saturomètre devant le regard du patient de façon à ce que son volume courant, et en volume courant, ce patient ralentisse sa fréquence respiratoire pour améliorer progressivement sa saturation en oxygène. Donc je demande au patient d'inspirer par le nez, guidé du bout des doigts, et de relâcher son soupir. Il peut relâcher ce soupir par le nez, comme il peut le faire par la bouche. S'il le fait par le nez, il se sert alors du nez comme une autopep, c'est-à-dire comme d'une pression expiratoire positive. S'il le fait par la bouche, il peut le faire lèvres pincées, ce qui revient également à exercer une pression expiratoire positive. Nous lui apprendrons à relâcher ce soupir, glotte ouverte, dans quelques instants, avec un embout en bouche. Nous gardons le saturomètre au doigt, sous mon contrôle. Et je vais maintenant inviter le patient, alors que j'ai repéré son volume courant et sa fréquence respiratoire, à monter dans son volume de réserve inspiratoire. Et il relâche son soupir. Le volume courant ne constitue que 15% de la capacité vitale. Le volume de réserve inspiratoire, 60%. Donc le patient devrait être capable de monter 4 fois son volume courant dans son volume de réserve inspiratoire.
Sur les 2 mouvements que nous venons de pratiquer, le patient n'a pu monter que 2 fois son volume courant dans le volume de réserve inspiratoire. Donc nous avons tout de suite pu constater que le volume courant s'était déplacé dans le volume de réserve inspiratoire. Le patient est donc réellement distendu. Il sera intéressant de voir à l'effort comment se comporte sa capacité inspiratoire à l'effort.